20 ans d'obscurité ont façonné Madagascar, où les bougies remplacent les lampes et le silence remplace la foi. Mais une nuit, ce silence a cédé sous le cri d'une génération levant ses téléphones comme des torches pour réclamer la lumière. Et si, comme Ibrahim Traoré au Burkina Faso, un soldat décidait non pas de gérer la panne, mais d'y mettre fin, car quand la lumière renaît d'un serment, ce n'est plus l'électricité qu'un peuple rallume, c'est son avenir. Ce matin-là, la promesse n'était plus un discours, elle tenait en 4 mots, répétés sur tous les écrans, nous commençons aujourd'hui. Le colonel Michael Randrian Arena venait d'assumer la charge d'un pays brisé par 20 ans de délestage et de désillusion. Sa promesse, simple mais risquée, rendre la lumière, rétablir la dignité. Derrière cette phrase se cachait un pari immense, rallumer les turbines d'un État fatigué sans rallumer la peur d'un nouveau coup de force. Car tout pouvoir qui promet la clarté flirte avec l'ombre. Mais la nation, à bout, voyait dans ce geste une chance, pas une menace. Pour la première fois depuis des décennies, les Malgaches n'attendaient plus un miracle venu d'ailleurs. Ils attendaient un acte, ici, maintenant. Leur bénéfice espéré, vivre, respirer, apprendre, soigner, produire sans craindre la nuit. Et sous la poussière rouge du Sahel, un nom résonnait, celui d'Ibrahim Traoré, symbole d'une Afrique qui transforme la colère en plan d'action. En moins de 24 heures, Madagascar s'est réveillé différent. Les rues autrefois plongées dans l'obscurité vibraient d'un murmure. La lumière revient. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Seulement 36% de la population avait accès à une électricité stable. Et dans le sud rural, à peine un foyer sur 5 était connecté. Ces statistiques, froides et précises, devinrent soudain le manifeste d'une génération lassée d'attendre. Le pays entier, du port de Toamasina aux collines d'Antananarivo, s'était habitué à survivre dans le noir. Les coupures n'étaient plus des incidents, mais un rythme, cuisiner à l'aube, dormir au bourdonnement des générateurs, économiser la batterie comme on garde le souffle. Et pourtant ce calme routier dissimulait une tension sourde. Chaque étincelle, chaque panne prolongée, devenait un symbole du pouvoir absent. Quand la jeunesse est descendue dans la rue, ce n'était pas seulement pour réclamer des ampoules, c'était pour réclamer un avenir visible. Les slogans improvisés sur les réseaux se transformèrent en hymnes, les téléphones en lanternes. Et dans cette clameur est né un nom, le colonel Randrian Arena, un officier inconnu qui osa dire « Nous ne gérons pas la panne, nous la terminons ». Cette phrase, captée par hasard par un journaliste local, s'est répandue plus vite que le courant qu'il voulait rétablir. Elle rappelait aux observateurs étrangers un autre moment sur un autre sol. Celui où Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, avait refusé les pas de palais pour marcher parmi les siens. 2 hommes, 2 continents, une même colère, celle d'un peuple décidé à ne plus être spectateur de sa propre misère. À partir de cette nuit-là, Madagascar n'était plus seulement une île de panne, c'était une étincelle dans le circuit africain du réveil. Il n'avait ni convoi ni drapeau. Seulement une jeep cabossée, un uniforme poussiéreux et la conviction tranquille de celui qui veut réparer avant de gouverner. Le colonel Michael Randrian Arena arriva à la centrale électrique d'Ambodimampana, symbole rouillé de 20 ans d'échecs. Les ouvriers, impayés depuis 6 mois, le regardaient sans savoir s'ils devaient saluer ou se méfier. Lui, il ôta sa casquette, serra leurs mains et entra. À l'intérieur, l'air sentait l'huile brûlée et les promesses rancies. Une turbine figée, un ingénieur murmurant « Ces machines n'ont pas tourné depuis la naissance de mon fils ». Arena s'agenouilla, posa la main sur le métal froid et dit simplement « Alors, commençons ici ». Cette scène, filmée par un téléphone, fit le tour du pays. Ce n'était pas un discours, c'était un acte. Et pour des millions de Malgaches, c'était la première fois qu'un dirigeant touchait littéralement le problème. Ce geste modeste, presque silencieux, créa une onde de choc. Dans les rues, on partageait la vidéo comme une prière mécanique. Regarde, il l'a fait. Les lumières revinrent, timides, dans un quartier oublié, mais elles revinrent. Ce fut suffisant pour rallumer la foi, car dans un continent habitué aux promesses sans moteur, un moteur qui tourne devient un message. Ibrahim Traoré l'avait déjà prouvé au Burkina Faso. Quand le leadership descend dans la poussière,
La dignité remonte à la surface. Tout a commencé par un choc, l'effondrement d'un système si ancien qu'il semblait éternel. Pendant 20 ans, les promesses d'investissement avaient brillé dans les discours et s'éteint dans les villages. Puis vint la nuit la plus longue. 20 heures sans courant, 20 heures où les hôpitaux se sont tus, où les nouveau-nés ont vu le jour sous la lueur des téléphones. Le lendemain, les rues d'Antananarivo s'emplirent de voix. Nous ne voulons pas de pouvoir, nous voulons lumière. Les casseroles résonnaient comme des tambours de guerre. Les bougies, levées comme des armes, annonçaient la fin du silence. En quelques heures, le mouvement prit feu. Les étudiants, les infirmières, les soldats hors service rejoignirent la foule. Les pancartes improvisées, couvertes de cire fondue, devinrent les drapeaux d'un peuple en éveil. Et au centre de cette marée humaine, une idée simple. La lumière n'est pas un luxe, c'est un droit. Le président sortant parla de sabotage, accusa les manifestants d'anarchie. Mais comment accuser des millions de personnes qui refusent seulement de disparaître ? Les forces anti-émeutes furent déployées. Le gaz rencontra la lumière des torches. Ce fut la collision entre deux pouvoirs, l'ancien et le nouveau. Quand le ministère de l'Énergie tenta de nier la fuite, révélant la corruption du carburant détourné, la rue comprit que le noir n'était pas un accident, mais une décision. Alors le calme mourut et la tempête prit sa place. Les champs s'unirent en un battement unique, celui du réveil. La nuit suivante, la capitale était méconnaissable. Vitrines closes, écoles désertées, ministères barricadés. Mais parmi les ruines, un ordre étrange régnait. Des soldats montaient à la garde aux côtés des civils. Pas de pillage, pas de peur, seulement une attente suspendue. Puis, au matin, la télévision nationale se coupa. Un écran blanc, un seul message, nous avons pris le pouvoir. La signature, colonel Arena Michael Randrian. Pas de tank, pas de défilé, pas de fanfare, seulement le son des générateurs et des souffles retenus. Dans le tumulte, la jeunesse sentit un vertige. Et si c'était la suite logique, pas une rupture, Ibrahim Traoré, 3 ans plus tôt, avait déjà transformé la révolte en doctrine. Son exemple planait comme une équation africaine, réparer, gouverner. Cette nuit-là, Madagascar suivit l'équation. Un autre continent, une même pulsation. La capitale redémarra lentement, une turbine après l'autre, comme un cœur qu'on réanime. Ce fut le moment du basculement, non pas d'un pouvoir mais d'un principe. La lumière appartient à ceux qui la rallument. Et dans ce battement collectif, le nom d'Ibrahim Traoré se mêla à celui d'Arena, 2 étincelles allumant la même carte du monde. Avant le soulèvement, les chiffres formaient un constat implacable. En 2025, seuls 36% des Malgaches avaient accès à une électricité continue. Dans le sud rural, le taux chutait sous les 20%, transformant des milliers de villages en zones hors du temps. Le réseau national, conçu pour 10 millions d'habitants, en desservait alors plus de 28 millions. Les centrales d'État, conçues dans les années 1980, perdaient en moyenne 40% de leur rendement par fuite ou par panne. Ces chiffres n'étaient pas seulement des statistiques, ils étaient à la preuve d'un abandon collectif. Mais en 6 mois, la bascule s'amorça. Le plan d'urgence lancé par le colonel Randrian Arena permit de redémarrer 4 turbines et de relancer la production de 12 mégawatts supplémentaires. Cela ne suffisait pas à éclairer toute l'île, mais assez pour rallumer l'espoir. Là où la capitale survivait à 8 heures d'électricité par jour, elle en comptait désormais 13. Chaque heure gagnée devenait un symbole. Les marchés reprenaient, les écoles rallumaient leurs ventilateurs, les hôpitaux cessaient de fonctionner à la lampe frontale. L'électricité, si fragile, redevenait un langage commun. Ce progrès matériel était accompagné d'un autre, la transparence. Les rapports financiers de Jirama, l'entreprise publique, furent publiés pour la première fois en 10 ans. Les citoyens pouvaient suivre les dépenses ligne par ligne. Ce fut une révolution silencieuse. La lumière dans les câbles, mais aussi dans les comptes. Randrian Arena déclara « Nous ne gérons pas un budget, nous réparons la confiance ». Et à travers l'Afrique, les observateurs tracèrent la comparaison inévitable, la méthode du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Lui aussi avait attaqué le problème par le bas, assainir les mines, relocaliser l'énergie, montrer chaque facture au peuple. 2 approches parallèles, un même résultat mesurable. Des infrastructures qui renaissent et une population qui participe. Là où le Burkina Faso augmentait sa couverture électrique de 8% en un an, Madagascar
espérait franchir le cap des 45% avant 2027. La progression restait lente, mais visible. Les données satellites montraient de nouvelles taches lumineuses autour d'Antananarivo et de Toamasina. Des villages que l'on croyait perdus dans la nuit réapparaissaient sur la carte. Chaque watt regagné pesait moins qu'un discours, mais plus qu'une promesse. Car en Afrique, la confiance se mesure en ampères, et chaque ampoule rallumée valait un vote silencieux pour un avenir plus solide. Ainsi, la statistique cessa d'être un mur, elle devint un escalier. Madagascar, comme le Burkina Faso, gravissait lentement ses marches, éclairant non seulement ses rues, mais son propre récit collectif. Certains voient dans cette transition un miracle africain, d'autres un risque classique, celui du pouvoir militaire déguisé en rédemption. Les sceptiques rappellent qu'aucun régime né d'un coup d'État n'a jamais bâti une démocratie durable. Ils pointent la fragilité d'un enthousiasme populaire souvent court-circuité par la réelle politique. Mais à Madagascar, la rue répond autrement. Pour elle, le colonel n'est pas un sauveur, mais un technicien. Là où l'ancien gouvernement parlait de réforme, lui parle de réparation. Et cette nuance change tout. Les opposants étrangers, notamment en Europe, dénoncent une contagion Traoré, un modèle d'autorité charismatique qui échappe au filtre institutionnel. Ils craignent que la flamme du renouveau devienne une torche incontrôlable. Mais sur le terrain, la dynamique est moins idéologique que pragmatique. Les générateurs tournent, les salaires reprennent, les écoles rouvrent, les faits contredisent les prédictions. Même les organisations civiles, initialement critiques, admettent une forme d'ordre participatif. L'armée, au lieu de gouverner seule, surveille la mise en œuvre, laissant les civils rédiger les plans. Une codirection inédite, ni autoritaire, ni purement populaire. C'est là que le parallèle avec Ibrahim Traoré prend toute sa force. Au Burkina Faso aussi, les observateurs occidentaux avaient crié au populisme. Mais 3 ans plus tard, l'État tient encore, et les structures locales ont survivé à l'épreuve. Le modèle Traoré repose sur une logique simple, redonner la souveraineté fonctionnelle avant de négocier la souveraineté politique. Et c'est exactement ce que tente Madagascar. Les 2 hommes, l'un au Sahel, l'autre sur l'océan Indien, se heurtent à la même question. Comment rallumer la lumière sans être ébloui par elle ? Pour l'instant, ni l'un ni l'autre ne gouvernent par miracle. Ils gouvernent par maintenance, patiente, imparfaite, mais tangible. Et peut-être que c'est cela, la révolution la plus stable de toutes, celle qui se branche lentement, une ampoule après l'autre. La lumière a un prix. C'est la phrase qu'Arena prononça à mi-parcours, alors que les premières centrales redémarraient et que la fatigue commençait à ronger ses partisans. L'euphorie des débuts s'éteignait, remplacée par le poids des attentes. Car réparer, c'est facile à dire. Maintenir, c'est une autre guerre. Les pannes revenaient, moins longues, mais plus symboliques. Chaque coupure rallumait la peur d'un retour en arrière. Et dans cette tension, l'image d'Ibrahim Traoré réapparut comme un rappel. La souveraineté n'est pas un feu d'artifice, c'est une endurance. Les médias étrangers recommencèrent à douter. Les chancelleries parlaient de fatigue révolutionnaire. Mais sur le terrain, la société civile s'organisait. Des étudiants devenaient techniciens bénévoles, des artisans créant des lampes solaires, des femmes montaient des coopératives d'énergie locale. Madagascar découvrait la politique de la débrouille, version nationale. Ce n'était plus une histoire de pouvoir, c'était une leçon de persistance. Et dans ce moment suspendu, entre la panne et la relance, le pays comprit que la lumière ne se donne pas, elle se cultive. À l'échelle nationale, les effets furent mesurables. La consommation électrique grimpa de 18% en un an, preuve que la relance industrielle reprenait. Les recettes fiscales issues du secteur énergétique doublèrent, permettant de financer les réparations sans recourir à l'aide extérieure. Le gouvernement mit fin à 3 contrats d'importation de fioul jugés frauduleux, économisant l'équivalent de 2,5% du PIB. Ces chiffres, modestes, signalaient pourtant une reprise d'autonomie budgétaire inédite. Dans le domaine économique, dans les marchés d'Antananarivo, la lumière prolongea la journée de travail. Les artisans reprirent leurs outils,
Les commerçants leur balancent. Un sondage local indiqua que 62% des petites entreprises citaient l'électricité comme leur première raison d'optimisme. L'investissement privé revint lentement, attiré par la stabilité du courant plus que par les promesses politiques. Les entrepreneurs burkinabés évoquaient déjà un axe de la résilience entre Ouagadougou et Antananarivo, symbole d'une coopération sud-sud concrète. Au niveau des individus, la population, longtemps spectatrice, devint actrice du changement. Des ateliers communautaires enseignaient la maintenance électrique de base. Des jeunes formés par des ingénieurs burkinabés partageaient leurs compétences dans les écoles rurales. Ibrahim Traoré fut cité dans les cours de civisme comme modèle d'intégrité appliquée. Pour les Malgaches, ce nom n'était plus étranger. Il incarnait la fraternité des peuples africains en marche. Un proverbe local circulait sur les réseaux. Quand le Sahel se lève, l'océan s'illumine. Cette métaphore liait les destins plus sûrement que n'importe quel traité. Au niveau continental, sur le continent, l'exemple fit tache d'huile. Des analystes à Dakar, Bamako et Accra parlèrent d'un effet Traoré-Arena, la diplomatie des résultats. Une Afrique qui ne quémande plus des plans, mais les exécute. Les conférences énergétiques régionales intégrèrent Madagascar comme modèle pilote. Et quand les délégations burkinabées visitèrent la centrale restaurée d'Ambodi Mampana, les ouvriers les accueillirent en héros fraternels. 2 pays, 2 flammes, un même courant. Les Nations Unies elles-mêmes, prudentes, notèrent dans leur rapport 2027 « La transition malgache offre un précédent d'efficacité civilo-militaire sans effusion de sang ». Une phrase rare, presque un compliment. Ainsi, l'expérience de Madagascar devint un miroir pour tout un continent. Le pouvoir n'y fut plus une fonction, mais une tâche. Et la lumière, au-delà de l'électricité, devint le symbole d'un réalisme nouveau, celui d'une Afrique qui n'attend plus l'aube, mais la fabrique. Ibrahim Traoré en avait allumé la première étincelle, Arena en étendait la lueur jusqu'aux rives de l'océan Indien. Dans le scénario de base, celui de la consolidation, Madagascar poursuit la stabilisation progressive de ses infrastructures. Les centrales d'Ambodi Mampana et de Jurama atteignent 70% de capacité. La production locale réduit de moitié les importations de carburant. Le gouvernement organise les élections prévues tout en gardant la main sur la transition. Les coupures persistent, mais la confiance s'enracine. Le pays apprend à vivre avec un progrès imparfait, mais continu. Une révolution lente, mesurable, presque administrative. Dans le scénario optimiste, celui de l'extension, si la coopération régionale avec le Burkina Faso et le Mali s'intensifie, un réseau énergétique transsahélien pourrait émerger. L'idée d'un corridor souverain reliant Ouagadougou, Niamey et Antananarivo circule déjà dans les cercles africains. Dans ce cas, Madagascar deviendrait un modèle de reconstruction par l'action, non par l'aide. La jeunesse, moteur du changement, transformerait le pragmatisme en doctrine, réparer avant de promettre. Ibrahim Traoré lui-même évoqua dans un discours la convergence des mains nues, hommage discret à Arena. Dans le scénario pessimiste, celui de la dérive, la fatigue populaire grandit, les élites s'adaptent, les vieilles habitudes reprennent. Les coupures d'électricité deviennent politiques, les clans refont surface. Les puissances étrangères profitant du vide pour imposer des conditions techniques à leur financement. L'armée se divise, le colonel Arena perd le soutien civil. Dans ce cas, la lumière se transformerait à nouveau en mirage. Mais même dans cette hypothèse sombre, une chose demeure. L'idée a pris racine. Comme au Burkina Faso, la souveraineté n'est plus un mot de tribune, mais une exigence vécue. À 6 mois, les signaux restent incertains. À 12, ils dépendront d'un seul choix. Continuer à agir ou recommencer à attendre. Et dans ce dilemme, les 2 hommes, Arena et Ibrahim Traoré, incarnent non pas des héros, mais des tests de réalité pour un continent entier. Au-delà des chiffres et des discours, cette histoire parle à chacun. Elle touche les mères qui veillent sous la lampe vacillante, les étudiants qui révisent à la lumière d'un téléphone, les ouvriers qui rêvent de rentrer dans une maison éclairée. Elle parle à toute une génération africaine qui se reconnaît dans la fatigue de reconstruire, mais aussi dans la fierté de recommencer. Car la lumière n'est pas qu'un symbole politique, c'est une respiration quotidienne. Dans chaque ouate retrouvée, il y a un peu de dignité réparée. Les Burkinabés l'ont compris avec Ibrahim Traoré. Le pouvoir qui éclaire est celui qui écoute. Les Malgaches le vivent avec Arena.
La justice commence par une ampoule qui tient. Ces gestes simples, répétés, forment une morale nouvelle. Ils rappellent que l'Afrique n'a pas besoin de miracles, seulement de continuité. Et cette continuité, elle dépend de chacun. Alors, le spectateur devient acteur. Celui qui partage l'histoire, celui qui allume une lampe, celui qui croit que les héros ne viennent plus d'en haut. Peut-être que dans chaque foyer encore sombre, un enfant regarde l'écran et murmure « Si eux l'ont fait, pourquoi pas nous ?» C'est ainsi que naissent les révolutions les plus durables, dans le regard tranquille de ceux qui décident de ne plus attendre. Pour que la lumière survive au miracle, il faut une méthode. Le colonel Arena en a défini 5 étapes, simples mais redoutables par leur clarté. D'abord, réparer avant d'étendre. Chaque turbine, chaque cale doit fonctionner avant tout nouvel investissement. Le progrès visible fonde la confiance invisible. Ensuite, former avant de déléguer. Les techniciens militaires deviennent professeurs. Les étudiants deviennent ingénieurs de terrain. Cette armée civile bâtit une compétence nationale durable, puis publiée avant de promettre. Les rapports énergétiques, budgets et délais sont diffusés en direct. La transparence devient infrastructure. Après cela, partager avant d'exporter. Les coopératives locales reçoivent priorité sur les projets étrangers. Le pays veut d'abord alimenter sa propre nuit avant d'alimenter les marchés. Enfin, transférer avant de partir. Dans 2 ans, Arena promet de restituer le pouvoir à un gouvernement civil. Mais cette fois, ce transfert s'accompagne d'un réseau solide, un pays câblé à lui-même. Cette feuille de route résonne avec la doctrine d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Bâtir n'est pas une période de gloire, c'est une période de travail. Les 2 hommes savent que le courant peut s'interrompre, mais que la volonté, elle, ne doit jamais faiblir. Car l'indépendance véritable ne se déclare pas, elle s'alimente. Dans le vacarme des générateurs renaissants, une image persiste, celle d'un homme posant la main sur une turbine muette et murmurant « Alors, commençons ici ». Cette phrase, simple et nue, résonne désormais, mais bien au-delà de Madagascar. Elle rejoint celle d'Ibrahim Traoré à Ouagadougou. Nous ne plions plus devant ceux qui éteignent nos rêves. 2 voix, un même souffle, un même refus. Quand la caméra s'éteint, il ne reste ni slogan, ni uniforme, seulement des gens qui travaillent. Et c'est peut-être cela, la beauté du moment. La lumière n'est pas spectaculaire, elle est obstinée. Elle se glisse dans les écoles, les marchés, les foyers, elle recommence. Chaque ampoule rallumée, chaque moteur réparé devient une prière laïque, un acte de foi sans prophète. Le continent, autrefois spectateur, devient auteur de son propre courant. Ainsi le geste d'Arena, prolongé par la vision d'Ibrahim Traoré, rappelle que le vrai pouvoir ne se conquiert pas, il se porte, comme un fil tendu entre des mains encore calleuses mais sûres. Et tant que ces mains tiennent, la lumière ne s'éteindra pas. La lumière a retrouvé ses chemins, mais le courant le plus puissant reste celui qui circule entre les êtres. Ce récit n'est pas clos, il attend ses relais. Chaque spectateur, chaque lecteur peut devenir un maillon de cette chaîne qui refuse l'obscurité. Partager, commenter, débattre, c'est déjà prolonger le fil. Car si Madagascar s'est relevé, c'est parce qu'un peuple entier a décidé que la panne n'était plus une fatalité. Sur le continent, les noms d'Ibrahim Traoré et de Michael Randrian Arena s'échangent comme des repères. 2 preuves que l'action peut naître de la fatigue, que la dignité peut se reconstruire sans permission. Alors, la question demeure, non pour eux, mais pour nous. Combien de temps laisserons-nous nos propres lumières en veille ? Répondez, discutez, éclairez. La révolution, aujourd'hui, n'a plus besoin d'armes ni de mots d'ordre. Elle commence dans l'espace que vous ouvrez, ici, maintenant, entre un clic et une idée qui brille.